Nouvelle édition du journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. L'intersyndicale des syndicats du personnel enseignant de la province éducationnelle Kasai 1 sollicite la délocalisation de la paye de la Freeland First Bank, l'agence des Chikapa, vers une autre banque. Elle motive sa décision dessus du traitement que la banque inflige aux enseignants alors que l'État congolais débloque régulièrement les salaires pour les professionnels de la Craie Blanche. Et puis, la République démocratique du Congo a marqué le 3 novembre 2025 à Kinshasa la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre le journaliste. Co-organisée par l'UNESCO et les ministères de la Communication et Médias, la cérémonie a mis en lumière une statistique mondiale alarmante. Vous aurez les détails dans ce journal. À Kinshasa, le gouvernement a dévoilé des nouveaux progrès dans la lutte contre la poliomyélite et a annoncé l'introduction du vaccin rougeole-roubeole, des avancées majeures présentées par le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse très attendue. Bienvenue à tous, place à présent au développement de tous ces titres. L'intersyndicat des syndicats du personnel enseignant de la province éducationnelle Kasai 1 sollicite la délocalisation de la paie des enseignants dont les comptes sont domiciliés chez Freeland First Bank, l'agence de Chikapa. Une décision qu'elle motive par plusieurs actes qui, selon elle, traduisent la mauvaise foi de la banque à accompagner les professionnels de la Craie. Dans une déclaration lue par le président et porte-parole André Nkongolo Chibwabwa, l'intersyndicale reproche à Freeland First Bank, l'agence de Chikapa. Retard de paiement, un mois de paye compte s'assoit en 90 jours sous prétexte que le gouvernement congolais détient notre dette depuis 2022. La retenue illégale d'une somme allant de 7 000 à 12 000 francs congolais comme frais bancaires sur le salaire mensuel de chaque enseignant et sur les frais de fonctionnement de chaque bureau gestionnaire et école primaire. Retenue illégale d'une somme allant de 3 000 francs congolais par mois et par chaque enseignant pour la messagerie. Laquelle messagerie, ces derniers n'en reçoivent plus. La tracasserie du personnel enseignant pendant la paye par les agents commis à la sécurité. Le cas échéant est celui du directeur de l'EP 1 Lunyanya, Ndombimbulu Jean-Pierre, de la sous-division de Chikapa 1. Paye précipitée dans des sites de l'intérieur où la banque met plus ou moins 2 heures. Cependant, il y a des enseignants qui parcourent de longues distances, plus ou moins 150 km pour arriver au site. L'emploi réduit des agents payeurs, manque des avantages sociaux bancaires, non-octroi des crédits. En d'autres versions, l'intersyndicale exhorte le projet PAF à améliorer l'exécution des activités sur terrain. Depuis maintenant près de 5 mois, les enseignants payés par Freeland First Bank, l'agence de Chikapa, touchent à leur salaire avec un retard allant de 15 à 20 jours après le mois. Contacté à Freeland First Bank, l'agence de Chikapa reconnaît des difficultés internes qui ont impacté sur le processus de paie des enseignants à Chikapa, mais sans... Il s'agit des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique de la province éducationnelle Ituri 2 qui ont été à l'honneur jeudi 30 à Aru et vendredi 31 octobre 2025 à Ariwara lors de la cérémonie de la remise de l'arrêté ministériel numéro Minedu-NC Barcab Mineta bar 126 bar 2025 du 20 octobre 2025. Le directeur de la province éducationnelle Ituri 2, Chalumo Tsambali Salomon, a fait savoir que la régularisation de la situation administrative de ces établissements publics à tous les niveaux d'enseignement fait partie des résultats de la revue annuelle des performances RAP selon le plan d'action opérationnel 2025, résultat aussi de la mise en œuvre du plan quinquennal 2024-2029. C'est en ces lignes que je rends hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de l'éducation son cheval de bataille, en prônant dès son avènement à la tête du pays la gratuité de l'enseignement du primaire public qui se porte à merveille dans notre territoire. Sous l'impulsion dans notre sous-secteur de l'éducation à tous les niveaux d'enseignement en RDC, son Excellence ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou Dinanga. Cette cérémonie a été présidée par le commissaire supérieur principal Richard Mbambikingana, administrateur du territoire d'Aru. C'est aussi l'occasion de remercier les députés nationaux représentés ici, les honorables
Draza Achule Jean-Claude, c'est un ami personnel, et Orodrio Angoupi Robert, qui est aussi un ami personnel, qui ont, malgré leurs multiples occupations, ont accompagné M. le prophète pour arriver au bon port. C'est donc, au nom de son Excellence, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qu'en ce jour mémorable, je vais devoir vouloir remettre officiellement auprès des gestionnaires des écoles publiques les arrêtés de régularisation de la situation administrative avec recommandation de les remettre à chaque école concernée. Je vous remercie. Les bénéficiaires lancent un message de remerciement aux honorables Draza Achule Jean-Claude et Orodrio Angoupi pour leur plaidoyer auprès de l'autorité de tutelle pour la réalisation de ces résultats. Ce que l'État peut faire maintenant, c'est de mécaniser ces écoles. Nous avons 9 sous-divisions. Aux autres parlementaires, il leur a été demandé de poursuivre les démarches pour que ces mêmes écoles soient payées par l'État congolais, précisant que les différentes couches de la population ont été représentées dans cette cérémonie. C'est dans une atmosphère solennelle et patriotique que les agents et cadres de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Tchopo 1 se sont rassemblés, drapeau levé, main sur le cœur. Comme chaque semaine, ces moments symboliques débutent par le rappel des faits marquants de l'actualité locale, nationale et internationale. Mais ce lundi, l'accent est mis sur un autre sujet, le syndicalisme au sein de l'administration publique. Au micro, M. Salomon Soudi, chef de division du province de Tchopo 1, rappelle les droits et devoirs des agents, les conditions d'adhésion à un syndicat, mais aussi l'importance de la discipline et du respect de la hiérarchie dans l'exercice de leurs fonctions. Il faudrait que les enseignants, que ce soit les agents de l'État, les agents des bureaux, sachent là qu'ils adhèrent et ils doivent s'attendre à quoi. Invité à prendre la parole, Madame Joséphine Baling Bamosolo, prophète d'intérim de l'EDUNC Tchopo 1, appelle à la conscience professionnelle, au respect du service public et au travail bien accompli. Elle insiste, servir l'État exige loyauté, rigueur et exemplarité. Je pense que nous avons tous le même salaire et nous sommes tous mis dans les mêmes conditions de travail. Nous devons seulement nous dépasser pour être là, à l'heure, et puis achever jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des ceux-là qui viennent seulement signer et puis rentrer. Et les autres viennent même à 10 heures. Alors, ce sont des comportements que je voulais interpeller la conscience professionnelle de tout et chacun ce matin. Dans un moment de recueillement, une minute de silence est observée en mémoire de tous les acteurs de l'éducation tombés, armes à la main, au service de la nation. Autre temps fort, la prestation du serment du citoyen. Les agents jurent fidélité à la République, promettent de servir l'État en toutes circonstances, sans trahir ni compromettre ses valeurs. Malgré une pluie persistante, l'atmosphère était particulière ce mardi sur le campus de l'université de Kinshasa, UNIKIN. La raison de cette effervescence, le lancement officiel des travaux de construction du futur bâtiment R+2 qui abritera l'Institut de recherche économique et sociale IRES. Plusieurs autorités scientifiques et politiques ont fait les déplacements pour marquer ces grands rendez-vous. Le coup d'envoi a été donné après les allocutions des officiels. Prenant la parole, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion a brièvement rappelé le parcours marquant de l'Institut de recherche économique et sociale. Accompagné de son adjointe, Jenna Bassiala Landou, le coordonnateur national de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF, Alain Lungungu Kisoso, a par ailleurs martelé sur les responsabilités de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite du projet. Cette ambition s'intègre dans la vision que porte avec confiance son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État,
dont la mise en œuvre est pilotée avec énergie par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois Touloukoua. Permettez-moi de saluer avec respect la présence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, dont l'engagement personnel et efficace a été déterminant pour l'obtention du financement auprès de la Banque africaine de développement destiné à la construction de ce centre d'excellence. Les travaux de construction de ces bâtiments constituent une activité phare du projet d'appui à la relance économique PAREC financé par la Banque africaine de développement, BAD. De son côté, le secrétaire général académique Charles Odiko, représentant les recteurs de l'UNIKI Nord-Péché, a indiqué que la construction de ces bâtiments est un cadeau précieux. L'objectif est de faire de l'IRES un centre d'excellence des références pour toutes les institutions de la République et les universités sœurs, tant pour leurs activités que leurs publications. À Kinshasa, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté les nouveaux progrès du pays contre la poliomyélite et annoncé l'introduction du vaccin rougeole, rubéole. La rougeole se confond parfois avec la rubéole, qui donne exactement le même tableau. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on va introduire un vaccin qui combine les deux. Selon le ministre, la RDC est passée de plus de 500 cas de poliovirus en 2022 à moins de 10 aujourd'hui, une baisse de 98% grâce aux campagnes de vaccination menées avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et des partenaires internationaux. En 2022, on avait 540 cas de poliomyélite dans notre cas. En 2023, nous sommes descendus à 284 à peu près. Et là, nous sommes à 8 cas de poliomyélite. Et c'est des variants liés au vaccin que nous avons. Ça veut dire que la poliomyélite sauvage est éradiquée, mais nous avons encore des variantes qui peuvent être liées à la vaccination. Autre avancée majeure, le lancement du vaccin RR qui protégera simultanément contre la rougeole et la rubéole. Une campagne de rattrapage ciblera les enfants de 6 mois à 14 ans dans 7 provinces du 27 novembre au 1er décembre. Pour ces deux maladies, rougeole et rubéole, on va vacciner quasiment toutes les provinces. On va introduire le vaccin à la fin de ce mois-ci et on va vacciner quasiment toutes les provinces. Mais on ne va pas le faire d'emblée, on va faire par bloc. On va faire un premier bloc qui commence avec le Grand Katanga, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et l'Ituri, qui vont constituer donc le premier bloc pour la vaccination. On va aller de 9 à 14 ans pour le rattrapage et on va pouvoir effectivement éviter que nos enfants décèdent. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement, éliminer la polio d'ici 2026 et mettre fin à la rougeole et à la rubéole d'ici 2030. À Kinshasa, le 3 et le 4 novembre, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a réuni la ministre du portefeuille, Julie Mbouyinchikou, la directrice de la PAD Corporation et le conseil d'administration de la ligne maritime congolaise conduit par Lombert Mende au Malanga. Objectif, cadrer le contrat État-PAD dédié à la digitalisation et à la modernisation de la collecte des droits de trafic maritime. Au centre des discussions figuraient les inquiétudes de la LMC concernant la mise en œuvre du contrat signé avec PAD, Corporation pour la digitalisation et la collecte des droits de trafic maritime. Ce projet, crucial pour la modernisation du secteur, avait suscité des préoccupations importantes au sein du personnel, notamment via le syndic. Il a été décidé en conseil d'administration de venir au contact des autorités gouvernementales, de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports et son Excellence Madame la ministre du Portefeuille. Les rencontres ont commencé hier, elles viennent de se terminer aujourd'hui à notre satisfaction parce que nous avons reçu des éclairages que nous n'avions pas, parce que c'est une initiative qui avait été prise par le prédécesseur du vice-premier ministre actuellement en charge des transports et voies de communication,
mais sans concertation avec les organes statutaires, les lignes maritimes congolaises. Et cela a posé problème et même le vice-premier ministre s'en est ému. À l'issue de ces échanges, le président du conseil d'administration de la LMC, Lambert Mendeo Malanga, a apprécié les éclaircissements apportés par PADS, corporation, sous les clauses du contrat. Le vice-premier ministre et la ministre du portefeuille ont recommandé aux experts de LMC et à ceux de PADES de pouvoir se réunir pour pouvoir leur proposer un document que nous appelons document de procédure entre les deux partenaires qui ne s'étaient malheureusement pas vus avant cette réception que le vice-premier ministre venait de nous accorder ici en son cabinet. La LMC conserve son rôle d'opérateur public dans la filière maritime, tandis que PADS apporte l'infrastructure technologique et l'accompagnement nécessaire à une mise en œuvre conforme aux exigences de l'État. Kinshasa, c'est 3 novembre 2025. La République démocratique du Congo a commémoré la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une cérémonie poignante, co-organisée par l'UNESCO et le ministère de la Communication et Médias qui met en lumière une statistique alarmante. Plus de 1700 journalistes tués dans le monde entre 2006 et 2024, dont 17 en RDC, avec près de 90% de ces crimes non élucidés. Ces atteintes à la liberté de la presse traduisent un climat d'insécurité et d'impunité qui entrave gravement le droit à l'information. L'UNESCO alerte depuis plusieurs années sur les conséquences de cette impunité qui dissimule des violations graves des droits humains, de la corruption et du crime organisé. L'UNESCO appelle les gouvernements, les médias, la société civile et les défenseurs d'état de droit à se mobiliser pour y mettre fin. L'UNESCO répond à cette réalité par un atelier thématique en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias pour renforcer les capacités des professionnels face aux enjeux de la cybersécurité et des violences sexistes en ligne. Une action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Avec l'appui des partenaires, de nos partenaires, notamment l'UNESCO, nous pourrons renforcer les cadres légaux, les mesures d'accompagnement et les plaidoyers afin d'enquêter de manière efficace et permanente sur les infractions et les abus commis sur les plateformes numériques à l'encontre des femmes professionnelles des médias. La journée internationale de la fin de l'impunité résonne comme un appel à la mobilisation collective à Kinshasa. Protéger les journalistes, c'est garantir le droit fondamental du citoyen à l'information. Le projet PICO poursuit son bonhomme des chemins à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Après la première journée qui a mis un accent particulier sur la restitution des recherches menées par les élèves du groupe scolaire du Mont-Omba sur les masques, la deuxième journée, quant à elle, a mis un focus sur les vocabulaires féminins, notamment la restauration et la réparation en langue nationale. Donc il était question de discuter sur ces thèmes-là parce que c'était important pour nous que nous puissions comprendre les termes restauration ou réparation dans nos langues locales ou dans nos dialectes locaux, si je peux le dire ainsi. Donc voilà, nous avions eu des échanges très enrichis, comme vous avez pu le constater. En présence des partenaires venus de la Belgique et la France, ces ateliers riches en échanges ont permis aux participants d'avoir des nouvelles perspectives pour des nouvelles recherches en cette matière. Il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. Et les discussions ont porté sur les questionnements. Est-ce que nos ancêtres conservaient les objets? Et s'ils conservaient les objets, ils les conservaient comment et pourquoi?
Et donc le débat n'est pas fini. Nous allons continuer nos recherches pour pouvoir produire un article scientifique sur cette thématique-là. Le projet PICO se présente à ce jour comme un véritable coup de pouce à l'explosion de la culture congolaise grâce à ses réalisations à travers le pays. On n'est plus qu'à la première phase, on est à la phase terminale du projet et les objectifs ont été atteints au sens où il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup de projets différents à Unikin et en dehors d'Unikin, à l'UMNC. Il y a eu une diffusion internationale et donc, de notre côté, les partenaires Nord sont vraiment ravis. Patrimoine et identité culturelle et conservation PICO est un projet financé par le Centre Wallonie-Bruxelles International en partenariat avec l'Université de Liège, l'École des Arts Saint-Luc, l'Institut des Musées Nationaux du Congo, Académie des Beaux-Arts, l'Université de Kinshasa par les musées universitaires de Kinshasa. Fin de ces journaux, merci de l'avoir suivi, excellente suite de programmes sur la RT Éduc.